Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures du mois d'avril et de mai parce que j'ai pas fait d'update lecture à la fin du mois d'avril, mais vous verrez j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter étant donné que j'ai beaucoup lu. Alors aujourd'hui on est le 30 il me semble et pendant tout le mois de mai j'ai participé au challenge des terreurs sur Instagram qui est un challenge qui a été organisé par plusieurs bookstagrammeuses et en fait elles étaient chacune chef d'équipe, elles avaient chacune une vingtaine de personnes dans leur équipe et en fait chaque semaine on avait un thème de lecture et elles donnaient chacune une recommandation pour la semaine qui correspondait au thème et en fait nous ce qu'on devait faire c'était lire le plus possible, que ce soit parmi les recommandations ou à l'extérieur pour avoir le plus de points pour faire gagner son équipe. Donc j'ai quand même pas mal lu, même si au début ça a été un petit peu lent, mais au fur et à mesure mon score s'est amélioré de semaine en semaine. Mais je vais commencer par vous parler du mois d'avril et donc au mois d'avril j'ai lu 6 livres. Je vous les mettrai là dans un coin de l'écran parce que j'ai la flemme de les sortir de ma bibliothèque, mais donc j'ai lu le tome 2 de Six of Crows qui est Crooked Kingdom, la cité corrompue. J'ai lu le tome 2 de Akotar qui est Un palais de colère et de brume, mais j'ai fait une vidéo dessus donc je vous en parlerai pas. J'ai lu Les cieux pétrifiés qui est le tome 2 de la trilogie des livres de la terre fracturée de N.K. Jemisin et j'ai également fait une vidéo dessus, je vous mettrai tous les liens au-dessus de ma tête. J'ai également lu Un palais de cendres et de ruines et j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière également donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Mais j'ai aussi lu Shades of Magic, le premier tome de V.E. Schwab, Un palais de glace et de lumière qui à mon avis aura sa propre vidéo donc je vous en parlerai pas non plus, et Court of Silver Flame, et évidemment lui aussi il aura sa propre vidéo donc je ne vous en parlerai pas. Donc essentiellement je vous parlerai de A Darker Shade of Magic étant donné qu'en fait finalement pendant tout mon mois d'avril je n'ai fait que lire du Sarah J Maas, et essentiellement je vous parlerai également de mon mois de mai. Bon finalement je vous le sors, mais je vais donc commencer par La Cité Corrompue, Crooked Kingdom qui est le tome 2 de Six of Crows. Et disons que quand j'ai terminé le premier tome de Six of Crows j'avais absolument envie d'enchaîner avec le 2 et je savais qu'en fait à la fin du tome 2 il se passait un truc incroyable, mais je savais pas ce qui allait se passer parce que j'ai vu que tout le monde était en PLS et finalement je l'ai lu, mais j'ai eu beaucoup de mal déjà à me remettre dans l'ambiance, à me remettre dans ce tome. Le début m'a bien plu et même si dans ce tome il se passe beaucoup plus de choses que dans le premier où le rythme est assez lent, que la casse intervient qu'à partir de la deuxième moitié du livre, et bah j'ai beaucoup eu de mal à accrocher. Je sais pas si c'est parce que je voulais absolument le terminer rapidement ou si j'ai pas suffisamment pris le temps de le lire, mais j'ai eu du mal franchement à rentrer dans le livre, et une fois que je suis rentrée dans le livre j'étais pas plus emballée que ça. Enfin j'étais contente de retrouver les personnages, mais en fait je pensais que j'allais être beaucoup plus investie dans le livre, donc c'est vrai que ça a été une petite déception, même si il se passe quand même des trucs incroyables. Je trouve que les suites des événements est tout à fait logique et franchement je l'ai trouvé long, il fait plus de 600 pages et ça parle beaucoup de la manière dont ils vont échafauder leurs plans, etc. Et déjà pendant la moitié du livre j'avais l'impression d'être complètement débile parce que je comprenais rien du tout quand ils étaient en train de monter leurs plans. Donc heureusement que j'ai demandé à mes autres potes qui l'avaient lu pour savoir ce qu'elles en avaient pensé et elles m'ont dit la même chose, qu'elles avaient rien compris. Ça m'a énormément rassurée, je vous avoue, mais bon voilà, enfin c'était pas la folie même si le livre était bien. Mais franchement cette duologie je pense qu'à la fin de l'année je vais la relire pour pouvoir mieux l'apprécier en tenant compte de plusieurs éléments, etc. Peut-être voir des petits indices cachés, mais le 2 je l'ai trouvé un peu, enfin moi j'ai un peu moins accroché avec le 2 qu'avec le premier, alors que c'est dans celui-ci qu'il se passe le plus de trucs, ce qui est un peu dommage. Et la fin, alors la fin j'ai été assez déçue on va dire, enfin satisfaite et déçue en même temps vu que j'ai pas trop envie de donner des spoilers parce que j'ai décidé que cette vidéo serait sans spoilers, mais la fin je m'attendais pas du tout à ça quoi, c'était un peu comment dire, ça se finissait bien mais je suis quand même restée sur ma faim. Donc voilà pour ce tome 2 de Six of Crows. Ensuite sur Kindle j'ai lu Darker Shade of Magic qui est le premier tome de Shades of Magic, qui est une trilogie de V.E. Schwab et je l'ai lu en lecture commune encore une fois qui était organisée sur Bookstagram. Alors j'étais complètement à la ramasse, hein. Enfin concrètement le premier jour et le deuxième jour j'étais au point, mais le reste de la semaine je crois que je lisais autre chose. Je me demande si je lisais pas Akowar et c'est pour ça que j'étais pas du tout dans la lecture commune, donc j'ai terminé un petit peu après les autres et franchement c'était une bonne lecture. Je trouve que pour le coup c'est vraiment une
fantaisie claire, efficace, simple. J'ai trouvé que le premier tome était bien mené. Après il n'y avait rien d'extraordinaire non plus, mais c'était franchement, je trouve que c'est un livre qui fait le taf. Apparemment le tome 2 et le tome 3 sont encore mieux, je sais pas encore si je vais les lire. Moi j'ai trouvé que ça faisait l'affaire, mais ça ne m'a pas non plus transcendé, donc je sais pas encore si je vais poursuivre, si je lirai la suite de cette trilogie. Et donc j'ai décidé de me joindre à cette lecture commune parce que j'avais vu le résumé passer et je le trouvais pas mal intéressant. Et en fait c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Kel et qui est le dernier magicien de sang. Et dans l'univers de Shades of Magic, en fait il y a 3 Londres qui sont en fait des villes alternatives, mondes alternatifs. On a le Londres blanc où en fait il n'y a pas assez de magie, donc les gens sont très avides de magie. Le Londres rouge où il y a beaucoup de magie et là où Kel vit. Le Londres gris qui est en fait le monde normal sans magie. Et le Londres noir qui a succombé à la magie noire et qui a été un peu entre guillemets englouti. Et donc on va suivre les aventures de Kel qui est donc un des derniers magiciens de sang au monde, et de Lila qui est une jeune voleuse dans le Londres gris. Et leurs chemins vont se rencontrer et ils vont vivre des péripéties, des aventures, etc. Donc franchement si vous cherchez une petite fantaisie young adulte avec un bon système de magie, parce que pour le coup le système de magie est très bien mené, j'ai trouvé, je pense que dans la suite encore des 2 autres livres ce sera encore mieux, mais j'ai trouvé ça très bien élaboré, allez-y, franchement ça fait le taf. Puis rentrons un peu plus dans le vif du sujet, j'ai enfin lu Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Il est dans ma palle depuis genre le mois de décembre ou de janvier je crois, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted et il est dans ma bibliothèque, et là enfin ça collait parfaitement au thème. En plus de ça c'était une recommandation, donc je me suis dit c'est bon, je fonce, je vais le lire, et franchement agréablement surprise. Pour le résumé, c'est l'histoire en fait d'un monde où la guerre a opposé 2 clans, les érudits qui étaient les personnes cultivées qui possédaient le savoir et les martiaux qui étaient les soldats. Les martiaux l'ont emporté et en fait depuis qu'ils ont gagné la guerre, les érudits sont un peu maltraités, parfois même réduits en esclavage. Et on suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Lila, dont le frère en fait a été emporté par les soldats, par les martiaux, et elle va tout faire pour essayer de le sauver, et pour cela elle va rejoindre la résistance, et la résistance va lui demander en fait d'entrer dans l'académie qui entraîne les soldats d'élite en fait de l'Empire, et donc elle va rentrer là-dedans en tant qu'esclave, et elle va croiser le chemin des Elias qui lui est un soldat qui fait partie de cette école, mais en fait qui n'adhère pas totalement à toutes les idées de l'Empire, et donc également leurs chemins vont se croiser, ils vont vivre des choses, etc., etc. Et franchement je suis agréablement surprise comme je vous l'avais dit, parce que déjà je m'attendais pas à un ton aussi sombre. Mon problème c'est que j'aime trop les trucs sombres, bon pas trop non plus, mais j'aime bien quand même quand c'est assez sombre, et étant donné que c'est du young adulte, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé en fait, parce que ce livre est quand même assez dur. Enfin, quand je vous dis que je m'y attendais pas, c'est-à-dire que le personnage principal, donc elle va rentrer dans l'école en tant qu'esclave, et ça va pas être tout rose pour elle ou pour ses autres compagnons esclaves, c'est-à-dire que c'est à base de torture, démembrement, défiguration, viol, etc. Enfin, je m'y attendais vraiment pas pour vous le dire, donc je précise aussi qu'il y a des trigger warnings pour ce livre, mais voilà, c'était pas évident, je m'y attendais pas du tout, mais l'histoire était plutôt pas mal. J'ai pris un peu de temps pour le lire parce que je lisais autre chose en parallèle, je sais plus ce que c'était, mais bon voilà. Mais franchement je l'ai trouvé plutôt bien, et je trouve qu'il commence bien, mais franchement j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que l'histoire était assez originale, et en plus de ça ça prend place dans un monde certes fantasy slash dystopie, mais c'est un peu dans un monde Moyen-Orient, ce qui est assez peu commun finalement en fantasy, parce qu'on est toujours un peu dans des univers européens médiévaux, et j'essaye de changer un petit peu ça dans mes lectures. Donc franchement c'était très sympathique, on a eu des petites allusions à tout ce qui est fantasy orientale, donc que ce soit les djinns, les effrites, etc. Et je pense que je vais lire le tome 2. Quand, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais lire le tome 2. En plus on en a dit que du bien. Le seul hic c'est qu'il y a 4 tomes il me semble dans cette saga, et que le dernier ne sera pas traduit par PKJ parce qu'apparemment les ventes n'étaient pas assez hautes, mais sinon je lirai le dernier tome en anglais, ça me pose pas trop de problème. Mais voilà, franchement c'était une agréable découverte et j'ai vraiment bien aimé. Donc également Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, je vous le conseille à 100%. Ensuite nous avons Les 7 morts de Evelyn Hardcastle, que j'ai lu pendant la 2e semaine du challenge, qui est un genre de thriller slash fantastique. Enfin je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça risque de vous spoiler, mais on va partir du principe que c'est un thriller. Et en fait c'est l'histoire d'un homme qui va passer un week-end dans une villa, enfin du moins dans une maison avec plusieurs autres personnes, et en fait le but de cet homme ça va être de découvrir qui a tué Evelyn Hardcastle pendant ce week-end. Donc il va avoir des interactions avec tout un tas de personnes, tout un tas de suspects, et son but ce sera de découvrir qui a tué cette personne.
personne et le livre commençait bien, franchement j'ai vraiment aimé, mais je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi long. Enfin pour moi il était dans les je sais pas 300-400 pages, mais en fait il était vraiment beaucoup plus long que ça, et au bout d'un moment ça ramait un petit peu, c'est à dire que c'était comment dire, j'avais l'impression qu'on n'avançait pas trop dans l'histoire, qu'on revenait toujours au même endroit, et voilà, enfin c'était lent, ça avançait pas particulièrement. Mais du coup à partir de ce moment là je suis passée à l'écoute du livre en audiobook, ça me permettait de gagner du temps, de faire des choses en même temps, et je suis assez mitigée envers ce livre. En fait je pense qu'il aurait été vraiment bien s'il avait été plus court, parce que je l'ai trouvé vraiment extrêmement long et j'en voyais plus le bout en fait au bout d'un moment. Donc très clairement si je ne l'ai pas DNF, si je n'ai pas arrêté au plein milieu, c'est parce que je l'avais commencé et il me fallait les points pour le challenge, sinon c'est très probable que je l'aurais arrêté. Mais pour le coup c'est quand même un trailer qui est assez intéressant, même si j'ai pas tout compris, franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas compris tout ce qui se passait dans le livre, mais j'ai saisi l'essentiel il me semble, et pour moi ça reste quand même un livre qui est assez intéressant à découvrir. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est extrêmement divertissant et que vous perdez le compte en lisant le livre et que vous pouvez pas vous arrêter de tourner les pages du livre, mais en tout cas c'est un livre intéressant. J'ai bien aimé sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de lire des thrillers ou des policiers ou autres, donc ça m'a permis un peu d'expérimenter autre chose. Puis j'ai lu La du prix de Guenièvre de Kristen White, qui est publié chez De Saxus, et regardez, enfin il est juste trop beau. J'ai viré la jaquette parce que bah il est trop beau et j'avais envie qu'il soit en présentoir sur ma bibliothèque et qu'on puisse voir à quel point ce livre est joli. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu toute la polémique qui a tourné autour de ce livre, parce qu'il y avait plusieurs notes de correcteurs en fait qui ont été, des notes de traduction pardon, qui ont été laissées dans le livre, et donc il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils ont dit que ça faisait pas professionnel, etc. Enfin bon bref, ça a fait une petite histoire. Après moi ça m'a pas non plus trop dérangé, hein. On le savait tous qu'il y avait des notes de traduction dedans, et puis bon on est passé à autre chose. Mais clairement ce livre c'était clairement un achat intempestif, parce que de base j'étais absolument pas partie pour l'acheter, parce que j'ai lu le résumé. Quand j'ai lu le résumé je me suis dit oh ça a l'air super intéressant. Pour le résumé en fait on repart dans la légende arthurienne, et en fait on va suivre le point de vue d'une femme qui est Guenièvre et qui va avoir en fait pour rôle de protéger le roi Arthur, et en fait on va apprendre que cette femme qui se fait passer pour Guenièvre, mais elle n'est pas vraiment Guenièvre, mais c'est un genre de sorcière qui doit protéger le roi Arthur. C'est pas du tout un spoil, hein, c'est vraiment ça le résumé. Et donc comme je le disais c'était vraiment un achat intempestif parce que je le trouvais super beau, mais j'avais vu les avis Goodreads étaient pas bons. Je savais que ça allait pas forcément me convaincre, mais voilà, le livre était trop beau, donc je me suis dit bon je vais me laisser tenter, et effectivement j'avais raison, mon premier instinct était le bon. Ce livre n'était pas ouf du tout, enfin moi j'ai pas accroché, clairement je ne lirai pas la suite, ça non. J'ai trouvé qu'il était lent, qu'il était plat, et je n'ai eu absolument aucune affection, aucun entrain, que ce soit pour les personnages ou pour l'histoire. Donc clairement cette fois, encore une fois, c'est un livre que j'ai lu clairement pour le challenge parce que j'avais besoin des points, mais sinon je l'ai trouvé plat, enfin très décevant pour ma part ce livre. J'ai pas du tout accroché, alors pas du tout. Mais pourtant moi je suis pas non plus hyper fan des livres où il se passe des rebondissements et des actions toutes les 4 pages, hein. Mais là vraiment je trouvais pas l'intérêt en fait de ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Pourtant il est court, il fait 400 pages donc il est court, mais j'ai eu du mal à le terminer parce que vraiment je lisais mais je me forçais vraiment à lire quoi. Ensuite j'ai lu From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout, et là si vous suivez ma chaîne assidûment, normalement vous devriez me dire mais Amanda t'avais pas dit que tu lirais jamais du Jennifer L. Armentrout dans ta vidéo, les livres que je ne dirais jamais. Oui, mais vous savez quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et en fait c'était encore une fois pour le challenge, c'était une semaine où on devait lire de la romance. Dans les recommandations, soit le seul livre qui m'intéressait c'était Jane Eyre, je l'avais déjà lu, je me sentais pas de le relire aussitôt dans l'année alors que je l'ai lu en janvier. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter par From Blood and Ash, parce qu'une de mes collègues m'en avait parlé, elle me disait qu'elle avait trop aimé, et même je le voyais passer tout partout, j'avais envie de savoir quelle était la vibe, de comprendre un petit peu, parce que comme je vous le dis, quand j'arrête pas de voir passer des fanarts ou des personnes qui parlent tout le temps d'un livre, que ce soit sur Bookstagram ou sur TikTok ou sur YouTube, j'ai envie de savoir de quoi ça parle en fait, de reconnaître les personnages, et puis au moins je me dis au moins je ne serai pas spoilée, voilà. Donc j'ai lu le livre, mais celui-ci également ça a pas été facile concrètement de le lire, parce que encore une fois c'était pour le challenge, donc dans un temps réduit il fallait absolument que je le finisse avant la fin de la semaine, c'était la semaine dernière d'ailleurs, et comment vous dire que je l'ai terminé dimanche à 23h59, donc j'avais les
les yeux éclatés, moi j'avais envie de dormir, j'étais hyper fatiguée. Donc pour le résumé, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Poppy et qui est la maiden du royaume. Je sais pas quelle est la traduction littérale en français, mais en fait c'est un peu la fille qui a été choisie par les dieux et donc elle doit rester pure, elle doit porter un voile, on peut pas voir son visage, elle doit être habillée très modestement et en fait elle peut pas vraiment avoir d'interaction avec les autres. Elle a qu'une seule personne qui est à son service, qui est devenue son amie, mais en soi elle a pas d'interaction avec les autres personnes et elle en a marre de cette vie parce que c'est pas la vie qu'elle a choisie concrètement et elle a envie d'expérimenter, de vivre la vie d'une personne normale quoi. Et l'histoire commence oui, au moment où elle va rencontrer un homme qui s'appelle Hawk Flynn, qui va devenir un des membres de sa garde personnelle. Et bon, enfin voilà, vous imaginez, ils vont se rapprocher, etc. Je n'en dis pas plus, il y a un énorme plot twist à la fin que moi j'avais déjà vu venir parce que, encore une fois, je me suis complètement fait spoiler en voyant les fanarts et tout, mais même en ne les voyant pas, je pense que j'aurais pu quand même savoir le plot twist, c'était quand même évident. Et comme je disais, ce livre a été assez difficile à lire et pour le coup le livre avait bien commencé, je trouvais, même si en commençant les premiers chapitres je voyais que ça allait être assez lent et effectivement c'est très très lent. Il se passe pas grand chose, en fait l'action s'accélère vraiment à partir de 70-75% et commence à se passer énormément de choses et là ça devient vraiment intéressant et c'est le moment où en fait j'ai lu sans m'arrêter, mais sinon les 70 premiers pourcents c'était extrêmement difficile, enfin j'ai trouvé ça extrêmement lent, il se passait pas grand chose. Le world building c'était un petit peu compliqué de savoir ce qui se passait, etc. Enfin bon bref, pour moi ça a été vraiment difficile de passer les 70 premiers pourcents. C'est vraiment encore une fois parce que c'était pendant le challenge, sinon je ne l'aurais pas terminé à mon avis. Mais tout de même, je suis très intriguée de savoir ce qui va se passer par la suite. Après je n'ai lu que le premier tome, mais le world building dans le premier tome ne m'a pas entièrement convaincue, donc j'ai envie de savoir comment est-ce que ça va se développer par la suite. J'en ai parlé avec Estelle qui vient de finir le tome 3 qui est sorti il y a pas très longtemps, qui m'a dit que l'histoire partait complètement en vrille. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais lire le tome 2, je pense, je ne sais pas encore quand est-ce que je lirai le tome 2, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer dans la vie de Poppy, quelles sont les prochaines aventures qu'elle va devoir affronter, et je pense qu'il y aura plus d'action dans le tome 2, du moins c'est ce que j'ai vu en voyant un petit peu les revues sur Goodreads. Concrètement, je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas saisies en lisant ce livre parce que je l'ai lu quand même très vite pour le terminer avant la fin de la semaine, mais oui, le world building, j'ai trouvé qu'il laissait un petit peu à désirer, et puis en fait on retrouve des créatures comme les vampires et les loups-garous, mais c'est juste qu'en fait leur nom est changé et ça j'ai trouvé ça trop drôle et c'est pour ça que j'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va évoluer dans le deuxième tome, parce que quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit mais en fait elle a juste pris des loups-garous et des vampires, elle a changé leur nom et voilà, elle a créé un nouveau phénomène. Pour le coup ce mois-ci encore une fois ça a été full fantasy fantastique, hein, clairement il n'y a aucun contemporain là. Ensuite je vais vous parler de Half-Bad de Sally Green que j'ai lu cette semaine pour le challenge, c'était une recommandation de Fanny qui est ma chef d'équipe et pour le coup j'avais beaucoup entendu parler de cette trilogie sur Bookstagram, elle était énormément passée donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour la lire. J'ai lu que le tome 1, pas la trilogie en entière, apparemment la suite est beaucoup mieux, le tome 2 et le tome 3 sont vraiment incroyables. Pour le premier tome, franchement dès le début j'ai trouvé ça super intéressant. Alors pour le résumé, c'est l'histoire de Nathan qui est un sorcier à moitié blanc, à moitié noir. En fait dans leur monde, le monde des sorciers, il y a soit les sorciers blancs qui sont les sorciers, rien à voir avec la couleur de peau, hein, mais les sorciers blancs qui sont désignés comme blancs parce qu'ils font le bien, et les sorciers noirs qui sont désignés comme des sorciers noirs parce que ils font le mal. Et en fait Nathan il est un sorcier à moitié blanc et à moitié noir, ce qui est très très mal vu dans la communauté, et en fait dès sa naissance il est considéré comme une abomination, sa mère est morte, il vit avec sa grand-mère, c'est pas facile tous les jours, même si sa grand-mère et son frère et sa sœur lui portent beaucoup d'affection, mais c'est pas facile parce qu'en fait ils ont un organe en fait un peu magique qui contrôle les sorciers, et donc ces gens en fait vont surveiller sa vie à la ligne près, ils vont tout faire en fait pour déterminer si Nathan est un sorcier blanc ou un sorcier noir. Si c'est un sorcier noir il est sûr et certain de se faire tuer, si c'est un sorcier blanc peut-être que ça se passera un peu mieux pour lui, mais en tout cas sa vie est très compliquée parce qu'il subit énormément de discrimination, et pendant une partie c'était très très dur à lire parce que on enchaîne torture sur humiliation, enfin c'était vraiment pas facile. Moi j'avais énormément de peine pour lui, surtout que c'est un garçon qui était assez jeune.
quand tout ça a commencé, donc j'étais vraiment triste pour lui pour le coup. Ensuite, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le livre, j'ai l'impression que mon intérêt a un peu plus décru, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est un livre qui se lit très vite, il est très rapide, il fait 450 pages je crois, quelque chose comme ça, franchement il est pas très long. Mais j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire, mais pour le coup je crois les autres quand elles me disent que la suite risque d'être mieux, ça je le crois. Et le seul petit hic en fait je pense qui m'a fait ne pas accrocher avec ce livre, parce qu'en soi l'histoire est pas mal, franchement l'histoire est bien, c'est que je trouve que la plume de Sally Green, et je l'avais déjà remarqué, est très linéaire. Autant dans Les voleurs de fumée j'avais trouvé que parfois il y avait des expressions qui revenait très souvent et c'était pas ouf, j'avais eu un petit problème avec sa plume. Autant là je le retrouve encore dans Halvad et je trouve que c'est très linéaire et qu'en fait son écriture ne transmet pas particulièrement d'émotion, un peu comme si c'était une accumulation de tâches les unes après les autres. Je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'ai pas particulièrement accroché. Je pense quand même que je lirai la suite, quand je ne sais pas encore, pas tout de suite en tout cas, parce que quand le challenge va se terminer, c'est-à-dire demain soir, je vais vraiment me concentrer sur des livres que j'ai envie de lire vraiment, des livres de ma palle aussi éventuellement pour la terminer avant la fin du printemps, mais voilà, on verra pour la suite de cette trilogie. Et enfin pour terminer, j'ai lu le tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos, que j'ai terminé ce matin à 2h du matin. Pour résumer, j'avais parlé du tome 3 dans mon bilan lecture du mois de mars il me semble, et dans ce tome 3 on a Ophélie qui arrive sur Babel, qui recherche Thorn, mais également la vérité sur Dieu et sur l'autre, et elle en apprend énormément là-dessus, elle retrouve Thorn, tout ça, et à la fin du tome 3 en fait on a l'effondrement d'une partie de Babel, et on apprend également qu'il y a d'autres effondrements sur d'autres arches, et là du coup ça continue, hein, on resuit l'histoire sur les effondrements d'arches, pardon, et en fait on a Ophélie et Thorn qui sont toujours à la recherche de la vérité sur Dieu et sur l'autre qui provoque les effondrements d'arches, etc. Et autant le tome 3 j'avais réussi à le lire sans trop de difficultés, mais autant celui-ci, encore une fois, lecture challenge. Je l'ai terminé parce que c'était le challenge et qu'il fallait absolument que je le lise, mais parfois je lisais, j'avais l'impression qu'il y avait ma conscience qui s'envolait un petit peu, c'était pas facile, c'était un peu compliqué, un peu périlleux comme lecture. Autant le début du livre ça allait, autant quand Ophélie arrive à l'observatoire des déviations, ça allait plus du tout, c'est-à-dire que je me sentais extrêmement bête, je me disais mais c'est juste moi qui suis complètement déconnectée, ou il faut avoir fait un master 2 en biologie moléculaire pour comprendre ce qui se passe, enfin tout ce qui se passait avec les échos et tout, c'était super intéressant en soi, mais c'était super technique, et moi en fait en lisant ça, c'était pas particulièrement ce que j'avais envie de lire en fait, donc c'est vrai que là également mon intérêt a carrément chuté. Il y avait des scènes heureusement qui étaient hyper touchantes et qui étaient là pour remonter le niveau, mais sinon ça aurait été un peu compliqué parce que ce livre est extrêmement technique. Et maintenant je comprends beaucoup ce que les gens me disaient en disant oui tu verras c'est très spécial, moi j'ai pas trop aimé, et maintenant je comprends effectivement pourquoi la majorité des fans de La Passe Miroir n'ont pas non plus trouvé ce tome là incroyable. Mais pour le coup j'ai trouvé que la fin était tout à fait logique pour moi et faisait totalement sens, même si elle est juste super triste. Moi personnellement je me suis créé une fin alternative dans mon cerveau, enfin la fin ne se termine pas comme ça, les aventures se continuent et après voilà, il se passe ce qui se passe, mais c'est vrai que la fin c'est un peu une fin douce amère, donc c'est sûr que ça allait pas mettre tout le monde d'accord, mais au niveau de la narration et de l'arc narratif, j'ai trouvé que la fin était totalement cohérente. Par contre j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une rupture entre les deux premiers tomes de La Passe Miroir et les deux derniers. En fait j'ai l'impression que l'auteur a pris une voie, la voie qu'on retrouve dans le tome 3 et dans le tome 4, donc tout ce qui est les mystères sur les arches, sur Dieu, sur l'autre, sur les échos, etc. Alors que les lecteurs majoritairement étaient plus dans la vibe du pôle, de la romance entre Ophélie et Thorn, de découvrir d'autres arches éventuellement, et en fait la direction qu'a pris l'auteur c'était pas du tout ça. Bon, en même temps elle fait ce qu'elle veut parce que c'est son livre, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ont été déçues, et c'est vrai que les deux premiers et les deux derniers livres n'ont rien à voir. Pour moi il y a vraiment eu il y a eu un mur entre les deux, c'est vraiment pas la même chose. Mais il n'empêche tout de même que ce tome était quand même assez fort en émotion et très technique, et je pense honnêtement qu'il se pourrait que je le relise absolument pas tout de suite,
peut-être même pas en 2021, mais je pense qu'il se pourrait que je relise toute la saga un peu plus tard, je sais pas quand, mais un peu plus tard dans ma vie, pour vraiment apprécier ce que Christelle Dabos a voulu faire. Mais effectivement, je comprends la déception, et même moi j'ai trouvé ça un peu décevant, même tout ce qui était au niveau des personnages secondaires, pardon, qu'on n'a pas particulièrement vu, des personnages que j'aimais énormément, comme la tante Roseline par exemple. J'aimais beaucoup sa relation avec Bérénild, et on n'en a pas énormément appris non plus sur elle, parce que l'autrice s'est concentrée sur les personnages principaux, ce que j'arrive à comprendre. Mais oui, effectivement, c'était une lecture assez spéciale quand même, le tome 4 de la Passe Miroir. Mais maintenant que j'ai terminé la Passe Miroir, je peux honnêtement dire, sans vouloir vexer personne, que je trouve que cette saga est quand même assez surcotée. C'est-à-dire que les 2 premiers tomes sont vraiment chouettes, moi j'ai vraiment trop aimé, surtout le tome 2. Mais autant les 2 derniers, moi ils m'ont pas emballé plus que ça, et sur une saga de 4 tomes, le fait qu'il y en ait 2 qui soient bons et 2 qui soient pas ouf, bon, le ratio est quand même assez mitigé, donc pour moi c'est quand même une saga qui est un peu overhyped, voilà, c'est juste mon avis, mais j'arrive à comprendre pourquoi. C'est de la fantasy française, on n'a pas non plus énormément de fantasy française, surtout qui perce autant, parce qu'en soi elle a eu énormément de succès cette saga, que ce soit en France ou à l'étranger, donc j'arrive à comprendre que tout le monde en parle. Franchement oui, allez, il faut encourager nos auteurs français, surtout des auteurs en fantasy, donc oui, pourquoi pas, mais il n'empêche que bon, enfin, pour moi cette saga n'a pas vécu à la hauteur de mes attentes, du moins. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril et de mai, si vous avez lu un des livres qui était cité dans cette vidéo, et si vous avez participé au challenge et que vous passez par ici. Et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.